avec Éric Cordier nous sommes accueillis par Patrick Brisset dans son mignon appartement. Superbe appartement. Assez coquet, comment dirais-je, si on en fera connaissance peut-être au cours de l'entretien. Donc nous allons faire la connaissance plus approfondie, une sorte de radioscopie de Éric Cordier, qui a bien voulu se soumettre à nos questions. Oui, j'ai pris le risque. Voilà. On verra bien, hein, en connaissant Jacques. Mais enfin, donc tu n'es pas le premier. Oui, j'ai vu tes œuvres. On essaye de ne pas trop déraper. Mais parfois, il faut peut-être aller un peu plus loin dans la discussion. Oui, tu me disais que tu avais regardé Téléprovidence et que exact. Tu avais aimé l'entretien avec Christophe Dessaigne parce que je me rapproche de son astrologie en fait, mi-astronomique scientifique, mi-symbolique. Et ça m'a interpellé son discours et sa passion pour le tarot aussi, pour tout ce qui est symbolique, oui, parce que je fais aussi un peu de tarot. D'ailleurs, je me rapproche de la symbolique du tarot et de l'astrologie, parce que les signes du zodiaque, moi je m'en sers comme symbole aussi, comme image. Oui, tu vas nous expliquer ça. Voilà. C'est-à-dire que, mais est-ce que ça signifie que tu vas tirer, tu vas pas tirer un signe zodiacal comme on fait au tarot Non. Non, je ne tire pas de signe zodiacal. J'assemble des images. C'est-à-dire que je peux assembler, par exemple, le Cancer et le Capricorne. Je forme qu'une seule image. Un peu comme, si tu veux, le fameux 11 septembre, avec la flèche de l'avion, l'opposition Saturne-Pluton. D'un côté, le signe du Sagittaire qui peut représenter l'avion, et de l'autre côté, le Gémeaux et Tours jumelles. Voilà, c'est un peu cet assemblage-là. Et il m'arrive aussi de montrer, de dessiner sur une feuille, le signe zodiacal, que je pense être important pour la personne qui me consulte, et je lui demande ce que ce signe veut dire pour elle. C'est un test de Rorschach. Un peu, voilà. Parce qu'elle projette sur ce dessin. Ce que les psychologues... Tu as des jolis dessins à lui proposer, tu as des... Voilà, moi c'est toute une batterie de dessins. Voilà. Et quelquefois, ça percute, elle me dit, ah bah oui, ça ressemble à mon mari qui me protège, etc. Il y a des choses qui viennent comme ça, et voilà, un peu comme les psychologues qui font écrire, les psychologues pour enfants, qui font écrire des dessins. D'ailleurs, Bachelard disait le zodiaque est le test de Rorschach de l'humanité enfant. Ah oui, c'est pas mal. Je te la donne. Non, je ne connaissais pas. Parce qu'elle est très connue. Mais ça veut dire que véritablement, parce qu'il y a des astrologues qui se méfient beaucoup de ces symboliques zodiacales. Ils vont te dire, non, un signe c'est un élément, une planète qui domine le signe, cardinal, fixe, mutable. Ils sont pas trop enclins, si tu veux, à prendre le dessin du signe au pied, parce que ça ne fait pas un ensemble très systématique, si tu veux. Non. Autant les 4 éléments, les triplicités, les quadruplicités, les domiciles, tout ça, on pense qu'il y a une sorte de structure géométrique. Autant là, c'est une succession d'images, comme tu dis. D'images, mais est-ce qu'elles ont... Bon, alors, peut-être que tu les regroupes par pôle, je ne sais pas, mais est-ce qu'il y a une cohérence? Comment est-ce que ça se défend, ce système, en quelque sorte? À part qu'il s'applique, à part qu'il fonctionne bien. Comment ça se défend? L'astrologie déjà est divinatoire. Et pour moi, je ne suis pas certain évidemment, pour moi les anciens procédaient plus par image que par feu, terre, eau. Mais c'est un entraînement, ce genre de choses. Moi, par exemple, tous les jours, je pratique la relaxation pour développer mon hémisphère droit et je m'entraîne tout seul
à assembler des images. Alors des fois c'est des choses personnelles qui sortent évidemment. Mais en fait l'astrologie pour moi est moitié hémisphère droit, moitié, comme Christophe de Sène le disait, moitié logique et moitié magique. Mais ça dépend des interprétations, parce que, bon, quelquefois, j'applique des règles comme des mathématiciens. Hein. Vraiment au niveau prévisionnel. Voilà, surtout au niveau prévisionnel, où là, je m'en vais pas dans des divagations. C'est plus au niveau psychologique, les images. Même si, par exemple, un jour, sur le CAP, je ne sais plus, en astrologie mondiale, j'avais donné une date à une semaine près, hein, même quelques jours. Je voyais des extincteurs, je voyais des pompiers, et je l'ai dit comme ça, hein, je vois. Et effectivement, il y a eu dans cette période de quelques jours, il y a eu en France non, c'est pas un ouragan, c'est enfin, c'est au niveau climatique, je me souviens plus. En 99, non? Ouais, c'est peut-être en 99. Les fameuses tempêtes, là. Non, c'était après 99. Non. C'était décembre 99. Là. Où il y a eu des toitures arrachées et tout. Oui, non, et puis, donc, ça s'est avéré exact, voilà. Alors, l'extincteur, pompier extincteur, bon, j'ai peut-être fait une projection, puisque moi, je travaillais dans le matériel incendie. C'est vrai. Voilà. Mais c'est l'image qui m'est venue. Comme quoi, il y a aussi le vécu de la personne pour arriver à faire des images. Il y a aussi le vécu de la personne. C'est pour ça que il faut pas obligatoirement avoir une grande culture, mais s'intéresser à beaucoup de domaines en astrologie. Parce que l'astrologie comprend tout. Donc il faut essayer d'emmagasiner le plus possible d'images pour pouvoir après avoir un bagage si je comprends bien, d'interprétation. Tu articules les images zodiacales sur d'autres images de la vie quotidienne. En fait. Exact, c'est tout à fait ça. Voilà, c'est un continuum d'images. C'est un continuum d'images. Dont les zodiaques seraient la matrice. Enfin, voilà, la matrice, et je tire donc, par exemple, je prends le symbole de la planète Saturne, et je l'inclus, par exemple, dans le signe, si elle est en Capricorne, j'essaie de faire un medley. Par exemple, Pluton en Capricorne, bon, il y a déjà pas mal de temps, j'avais fait une vidéo sur ça. J'avais envoyé l'image, enfin j'avais fait une vidéo d'assemblage, c'est-à-dire vous aviez Pluton d'un côté qui arrivait, et le signe du Capricorne, le graphique du Capricorne, qui arrivait en animation et qui se chevauchait. Donc comme c'est de l'astrologie mondiale, j'avais pris donc Pluton, enfin le Capricorne, qui protégeait en fait les deux assemblées. Le Capricorne protégeait Pluton. Et pour moi, en fait, c'était un indice, Pluton qui va rentrer dans le Capricorne, de protection de l'environnement écologique. Pour moi, c'était évident. Bon, c'est vrai qu'on en parle, mais même si je pense on n'en avait pas parlé, ça serait venu comme ça d'instant. Oui, zodiacale, est-ce que tu t'es intéressé à son histoire, à sa genèse, d'où viennent ces signes, ces dessins, ces symboles? Pas du tout. Je dis simplement ils se sont constitués, ils se sont constitués sur notre psychisme. Oui, bon, ce qui est certain. Voilà, les anciens prenaient les symboles selon leur avancée technologique, leur culture, et on va dire, c'est des symboles qui ne vieillissent pas dans le temps, quoi. C'est immortel. Dans 2000 ans, on pourra encore interpréter des choses. A priori, oui. Oui, si on est encore là, ouais. Ce ne sera pas nous. Mais... Donc, oui, là, tu as un cas quand même assez exceptionnel, parce que c'est vrai que beaucoup d'astrologues aujourd'hui ne misent pas tout sur le zodiaque. Enfin, je veux dire, sur le zodiaque, c'est au niveau de la symbolique. Alors, ils ont une sorte de réticence, ils se disent, mais c'est quoi ce bazar de symboles? Oui, c'est ce que je leur reproche. Hein.
ils se servent du zodiaque comme un rapport mathématique. Alors que pour moi, il y a un côté, bon, c'est sûr, il est certain qu'il y a un côté intuitif. Mais intuitif, pas au sens sixième sens, etc. Intuitif, des bagages que l'on s'est fait. C'est-à-dire une certaine synthèse de ce qu'on a vécu. Et voilà. Par exemple, si quelqu'un reste enfermé pendant 20-30 ans chez lui entre quatre murs, aucune image ne lui parlera. Il ne pourra pas faire des interprétations de choses de la vie courante, puisqu'il sera resté enfermé. Donc c'est vraiment... moi je pousse les astrologues à lire, à voyager si possible, hein, Patrick. Avoir un vécu. À se former une banque d'images, voilà, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ce que je à se former une banque d'images. Et donc finalement, le fait d'être né sous un certain signe, pour toi, ça reste très important. Pour une personne, tout ce qui va lui arriver va se connecter à ce symbole initial. Oui. À la différence, par exemple, être né sous le signe du lion comme moi, cela ne veut pas dire forcément être du signe du lion. Parce que le soleil est la motivation, ce vers quoi on va. D'ailleurs, le graphique, encore, on en revient au graphique, du soleil est un point, est un cercle avec un point au milieu. Donc c'est une cible. Donc on ne naît pas forcément son signe, on ne naît pas forcément avec son signe zodiacal, mais il faut le devenir. Ah oui. Donc, faut l'incorporer. Faut l'incorporer, c'est le but de sa vie. Moi, j'ai vu par exemple des lions ascendant lion, et c'est véridique, hein, en été, avec un col roulé jusqu'à là, dans une réunion astrologique, très timide, sans aucun ego, enfin, sûrement qu'il en avait un, mais très intériorisé. Pas typiquement lion. Voilà, pas typiquement lion. Et là, c'est un indice, c'est un fort indice que cette personne a vraiment un problème qu'il ne s'est pas réalisé. Dès que la personne ne correspond pas à son signe, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Et les planètes qui tournent autour du Soleil sont des outils pour réaliser ce Soleil. Ça fait penser un petit peu aux gens qui travaillent sur l'axe des nœuds. Oui, voilà, il y a le nœud aussi. Il y a le signe du nœud ascendant, puis il y a le nœud descendant, et on puis vient le karma, et puis on il y y a le va. dharma. Enfin, il y a une dialectique aussi, mais alors là, sur deux signes opposés. Sur deux signes opposés, oui. Mais où il faut, effectivement, il y a un signe vers lequel il faut tendre. Donc voilà, il n'y a pas forcément mais qui ne correspond pas au signe solaire. Oui. Sauf exceptionnel. Oui, qui ne correspond pas au signe solaire. À la limite, l'ascendant est beaucoup plus déterministe que le soleil, parce qu'on est ascendant. On paraît ascendant, c'est l'apparence, en opposition à la maison 7, c'est le physique, et voilà, quand quelqu'un rentre dans une salle, il rentre avec son ascendant. C'est beaucoup plus déterministe que le soleil. Donc tu peux corriger également, éventuellement, une heure de naissance, en constatant que l'ascendant ne correspond pas vraiment à la personne. Alors, oui, ça m'est arrivé, mais bon, la rectification de l'heure de naissance... Quand il y a quelques degrés d'écart. Ah oui, quand il y a quelques degrés d'écart, oui, ça m'est arrivé, oui. Mais, encore une fois, je me fie plutôt à quelques événements passés de la personne. Je rectifie par les directions primaires et les transits. Les transits des planètes sur les angles, les planètes rapides par exemple. D'ailleurs, je conseille à tous par exemple de suivre le parcours de Mars, de faire un calendrier annuel, de suivre le parcours de Mars, et lorsque Mars arrive sur, par exemple, l'ascendant de milieu du ciel, normalement, même si c'est quelque chose de bénin, il doit se passer quelque chose. C'est ta planète fétiche un peu, Mars. Pour la rectification, oui. Mars, oui. Mars, oui, parce que Vénus, Mercure, un peu trop rapide,
je me sers plutôt de Mars. C'est très opérationnel aussi. Oui, en plus, c'est souvent des choses, c'est moins psychologique, c'est des choses, Mars c'est l'affirmation, donc on peut trébucher sur, ça dépend comment sont les transits, mais soit on peut trébucher sur quelque chose, ou alors prendre une bonne initiative, ou voilà, on est plus dans le concret avec Mars. Alors justement, là on saute un peu aux questions justement, tu parles d'événements, alors quels sont les événements dont l'astrologie est censée rendre compte chez la personne, les événements du passé? Est-ce que parce que cette fameuse, alors par exemple le mariage, il y a ce que j'appelle l'astrologie d'état civil, alors finalement les gens, est-ce qu'ils se souviennent tellement d'événements en dehors de ces événements qui sont en quelque sorte des points de repère, les événements classiques, mariage. Alors moi je plaisante en disant parfois la l'astrologie d'état civil, alors montrez-moi votre acte de naissance, montrez-moi votre acte de mariage, l'acte de décès, ou des trucs comme ça, parce qu'en fin de compte là il y a vraiment la date, mais le plus souvent l'événement il est assez évanescent, enfin il se développe comme par exemple quand on rencontre quelqu'un, c'est pas forcément le moment du mariage. C'est vrai que généralement c'est les naissances, oui, le mariage. Mais il m'arrive de demander ou que la personne me dise, j'ai rencontré, particulièrement si elle ne s'est pas mariée, j'ai eu un coup de foudre cette année, en mai ou juin, etc. Mais ce qu'il faut bien, enfin la question à poser, c'est surtout au niveau du ressenti de la personne. Car on peut vivre, par exemple, une personne peut vivre très bien un divorce, une autre très mal. Et dans ce cas, les aspects, les transits sont totalement différents. Même un divorce, une personne peut avoir de superbes choses avec un divorce, parce que c'est comme un soulagement et elle va commencer à vivre. Elle va plus s'affirmer. Et elle va s'affirmer. Voilà, depuis longtemps, c'est vraiment, voilà, elle étouffe, etc. Donc moi, les événements, ce n'est pas quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose d'intérieur, c'est le ressenti. Donc j'ai toujours ça à l'esprit quand je regarde, que ce soit les directions, transit ou autres, quand je veux faire une prévision, je me dis en fait, qu'est-ce que cette personne va penser à ce moment-là? Comment elle va ressentir cette année? Alors, si bien sûr, si j'ai un carré Vénus-Pluton, elle va penser qu'il y a une déchirure, elle va ressentir une déchirure sentimentale, si c'est un trigone Vénus-Uranus, un soulagement. Donc voilà, tout est basé sur le ressenti. Et je reproche aux astrologues de faire des prévisions comme si c'était quelque chose qui allait vraiment arriver selon leur vécu. Ils vont interpréter par exemple un divorce, ils vont chercher des mauvais aspects à tous les coups. Oui, on peut appeler ça une projection, un transfert de leur propre vécu, des événements que eux ont vécu. Et l'interpréter sur l'autre personne. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Chacun ressent une situation différente. Mais alors, est-ce que, bon, finalement, parce que la question justement de ces fameuses dates qui sont, qui ont laissé des traces, par exemple un divorce, il y a une trace. C'est vrai que les gens, quelque part, moi j'ai l'impression que les gens qui vont voir l'astrologue, ils n'ont pas trop, enfin bon, ils veulent qu'on travaille sur de l'objectif. Oui. Parce que comment ils y avoir un psychanalyste, etc. Donc ils veulent qu'on travaille sur des données vraiment concrètes, le thème natal, des documents bien connus, etc. Dès qu'on les amène, dès qu'on les incite à travailler sur du subjectif, ils sont un petit peu désarçonnés parce qu'ils se disent oui, bon, c'est vrai, il y a ces événements-là, mais est-ce qu'il était vraiment important ou pas? Ils ont besoin quand même, si tu veux, d'un cadre. Et puis d'un autre côté, on dira, bon, bah, finalement, quand on cherche bien, on trouve toujours un événement. Et c'est ça aussi qui m'a toujours un petit peu préoccupé. Mais je réponds à leurs questions. Pas plus tard, ça tombe bien, pas plus tard que hier, j'ai répondu à un mail. Une personne me demandait
combien je prenais pour une consultation. Je lui ai dit que j'avais plus du tout le temps de faire des consultations, mais je lui ai répondu vite fait. Elle m'a envoyé 3 thèmes, un thème de progression, elle m'a dit les transits qu'elle avait, et elle m'en a pas dit plus, elle m'a dit que c'était sur la vie sentimentale. Et donc, en natal, elle avait un carré Vénus-Neptune, et en transit, elle avait une opposition Vénus-Neptune. Donc je lui ai répondu, vraiment par 2 phrases, hein, puisque je ne connaissais pas du tout sa situation, qu'elle allait de toute façon au-devant d'une déception, qu'elle allait vraiment tomber de haut, et qu'elle se faisait un peu... qu'elle était un peu, on va dire, utopique, quoi. Et donc cette personne ne m'a pas encore répondu, hein, parce que c'est récent. La personne, on lui dit, par exemple, voilà, je note que en telle année, il a dû y avoir un truc important. La personne essaye de te mettre à sa place, qu'est-ce qu'elle fait? Elle réfléchit elle réfléchit, elle fait une sorte d'inventaire de ce qu'elle a pu connaître, elle va chercher quelque chose qui correspond à peu près à ce que tu évoques, et il est évident que plus sa vie est pleine d'événements et de ressentis, plus il y a des chances qu'elle trouvera quelque chose. Oui, quelque chose, oui. Il faut préciser par le type d'événement. Déjà, bon, alors ça m'arrive de dire un gros changement professionnel, soit une perte d'emploi, etc., pendant telle période, ou une grosse rupture sentimentale. Alors c'est sûr que si je dis grosse rupture sentimentale à une personne qui a un conjoint tous les ans, un nouveau conjoint, ça, je tomberais juste. Oui. Mais généralement... Plus la vie est remplie, plus l'astrologue, à la fois ça facilite son travail, et en même temps, son travail devient un petit peu vain, parce que ça colle toujours. Donc moi, comment je travaille, je demande à peu près minimum 3 événements dans sa vie. Donc, comme tu l'as dit, hein, c'est souvent le mariage. Donc c'est elle qui doit le mettre en avant. En premier, c'est elle qui... On ne l'influence pas, on ne lui dit pas en telle année il s'est passé telle chose. Non. Dit donnez-nous les années majeures et on va les retrouver quelque part. Non, parce qu'en direction primaire, par exemple, 4 minutes de décalage dans l'heure de naissance correspond à 1 an. Donc on est obligé de demander en premier 3 événements, au moins 3 événements. Ensuite, on regarde si ça colle, on essaye de faire coller ces événements, d'ajuster, et après, quand c'est ajusté, je demande si il lui est arrivé tel événement, après je vais dans le passé, en aveugle. Voilà, en aveugle. En aveugle. Et donc, là, si elle me confirme, c'est bon, on peut travailler. Voilà. Mais la difficulté, dans le cas des directions primaires, c'est quand même que ça demande un certain équipement. Parce que tu ne peux pas dans la tête savoir, enfin je ne sais pas, moi je ne les pratique pas, mais je veux dire, il faut quand même être équipé. Je les ai pratiqués, j'ai pratiqué direction. À moins que tu le fasses de mémoire, de tête. Non, je les ai pratiqués à l'époque où je n'avais pas de matériel informatique, j'ai pratiqué direction primaire bouchon avec les fameuses tables, etc. Oui. C'était un calvaire, plusieurs jours pour... Donc en consultation, c'était pas possible. Ah non. D'ailleurs, je ne sais pas comment les anciens faisaient, parce que les directions primaires sont quand même les premières directions qui ont été... Ils n'étaient pas comme nous, ils avaient le temps. Ils avaient beaucoup de temps. Beaucoup plus de temps. Aujourd'hui, le problème, c'est le manque de temps. On fait tellement de choses qu'on n'a pas le temps, on va vite. Oui. Donc l'informatique, évidemment, est un outil... Mais je me souviens qu'effectivement, pour parler de Bouchon, que j'ai bien connu, c'est vrai que dans les années... moi, j'ai rencontré Bouchon en 68, par là... jusqu'à sa mort. Je me souviens que dans les années 70, on ne voulait plus tellement entendre parler des directions primaires. C'était vraiment trop compliqué, trop difficile, et c'est vrai que tout le monde basculait plutôt vers les transits, jusqu'à ce qu'il y ait la révolution informatique qui a remis sur le tapis tous ces systèmes de progression qui étaient sur le point d'être évacués par paresse, parce que c'était laborieux, parce que c'était pas facile à gérer au niveau de la consultation. Et donc il y a eu... donc soit sans l'informatique, tu ne pourrais pas faire ce que tu fais en fin de compte. Je n'aurais jamais le temps, c'est pas possible. Ouais. C'est pas... Et surtout, si on veut vivre
de l'astrologie vraiment à plein temps, en pratiquant les directions primaires, mais on paye des fortunes. On devrait faire payer une fortune la consultation, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour ça que j'ai de l'admiration, par exemple, pour Gouchon, qui faisait même des statistiques sur 200 personnes, en calculant pour telle année toutes les directions. C'était, moi, ça me paraît, c'est énorme. C'était sûrement un bourreau de travail. Il les avait un peu simplifiés, non? Et alors, même en simplifiant, oui, parce qu'avant, c'était carrément les calculs trigonométriques. Et il les a simplifiés avec des tables, mais même avec des tables, moi, je l'ai fait pendant pas mal d'années. Il y a une question entre les directions primaires et les directions, comment on appelle ça? Il y a des directions symboliques et il y a des directions secondaires. Les progressions, qu'on appelle les progressions. La différence est vraiment grande ou... Le résultat, tout dérive des directions primaires, parce que, par exemple, les directions symboliques, en fait, pour moi, on a voulu faire une moyenne des directions primaires, 1 degré égale 1 an, voilà. Les progressions, c'est pareil. D'ailleurs, il y a certains recoupements. Quand les directions primaires, cela dépend quand est né le natif et à quelle époque, mais sont régulières, presque à 1 degré par an, et ben on retombe sur des directions symboliques, surtout avec les angles. Voilà, ouais, on retombe sur les mêmes dates, quoi, à peu près. Hein. Donc, mais c'est comme ça. Quand j'ai pas, par exemple, d'informatique et tout, je me sers un peu des directions symboliques, en ayant en tête, par exemple, que telle planète, par exemple en maison 11, placée dans le signe du Bélier, sera beaucoup plus rapide que dans un signe de longue ascension, voilà. Donc j'essaye un peu de synthétiser pour savoir à quelle époque, voilà. Donc je me prends des repères comme ça. Le Bélier, c'est-à-dire parce que c'en est au... C'est un signe de courte ascension qui est très rapide, voilà. Oui, les jours égalent les nuits, donc Et puis voilà, tu prends l'ascendant dans le signe du Bélier, 1 heure, quoi, ça va vite, hein. Donc je me fais des repères comme ça quand j'ai rien sous la main et voilà, quoi. Mais sinon c'est... alors les directions primaires bien sûr sont revenues grâce à l'informatique. Pierre Rudiard aussi qui les a imprimés, mis en évidence. Rudiard? Oui, avec le cycle de la lunaison. Ah oui, à la lunaison. Les progressions, on va dire, le même de les progressions, la lunaison. Tout ça, c'est... Si Rudiard n'avait pas trempé là-dedans, on va dire, n'avait pas suggéré qu'il fallait faire circuler... les certains nombres de points comme ça dans le thème, elles n'auraient pas eu le vent en poupe comme elles l'ont eu. Hein. Non, mais les directions primaires ont eu un succès aussi grâce à Internet. C'est-à-dire que sur les listes depuis à peu près 1998, ça fait 10 ans, où je fais les exercices en aveugle. Hein, je suis un des premiers sur Internet à avoir fait des... ton site? astrologie-gratuite.org. Et donc je suis un des premiers à avoir fait dans le monde francophone des exercices en aveugle, où des astrologues disaient qu'est-ce qui m'est arrivé à telle époque, etc. Et c'est à partir de là, parce que j'ai eu pas mal de succès quand même, que on s'est intéressé aux directions primaires et que ça a fait un peu boule de neige. Hein. Et après, on m'a demandé en privé, avez-vous un logiciel informatique qui calcule les directions primaires, etc. Et il y a eu bien sûr aussi Daniel Jay, avec ses livres. Mais elle, c'est un peu plus théorique, voilà. Elle n'a pas démontré concrètement, mais ces livres sont intéressants pour la partie théorique. Moi, je les ai lus. Hein. Et aussi pour la partie faire connaître aussi les directions primaires, ça. Tu as créé un groupe de travail, je crois. Alors sur le CAP, sur Internet, dont Patrick fait partie, c'est le centre d'astrologie prévisionnelle avec Gérard Lafont, donc il y a plusieurs membres, et qui on essaye de faire des prévisions, même des statistiques. Hein. On a fait des statistiques, par exemple, des statistiques, que ce soit en chiffres, c'est-à-dire sur un échantillon de personnes, ou des exercices pratiques.
je crois que c'est l'année dernière, on a fait avec un exercice, quelqu'un qui s'est prêté un exercice pour savoir si les progressions, les directions secondaires étaient valables. Et l'exercice, ça a été vraiment une catastrophe. Oui. Une catastrophe. Rien ne correspondait, et donc même la personne qui a soumis son thème, qui était plutôt une fan de progression, à la fin elle a été obligée d'admettre que bon, pour la prévision, les progressions n'étaient pas terribles, quoi. Mais elle s'est raccrochée, on va dire, à la partie psychologique. Là, on peut rien dire. Eh oui. C'est surtout axé sur la psychologie, l'évolution de l'être humain, le vécu. Ressenti. Voilà. Bon, possible, hein, je sais pas. Moi, je suis plutôt sur des choses concrètes. Hein. Moi, un événement, on a une évolution, ok, on évolue, une évolution psychologique, mais on évolue rarement sans événement, sans certaines choses dans la vie qui fait que on arrive à avoir une certaine expérience, et voilà. Mais alors justement, est-ce qu'il y a des événements qui pourraient ne pas relever de l'astrologie? Ah, bonne question. Est-ce que tout ce qui est marquant, par exemple quelqu'un, imaginons par exemple un président public, je sais pas, un type qui fait un truc vachement intéressant, qui écrit, etc., et puis tout d'un coup il y a une espèce de reçoit une balle perdue, il crève, voilà. Est-ce que ça, cette espèce de grain de sable qui vient complètement casser une existence, casser le cours des choses normales, est-ce que ça, justement, c'est également à intégrer en astrologie, ou est-ce que c'est justement de l'ordre de ce qui serait extra-astrologique, Éric Cordier? Donc, en fait, tu me parles du libre arbitre, on va non, dire, je dis simplement, je parle aussi des limites de limites de l'astrologie, de ce qui est de son domaine, et de ce qui est, tu parles du tarot, par exemple, on pourrait imaginer que le tarot parle de choses qui sont au-delà de l'astrologie, par exemple, qui viennent compléter, voilà, on ferait un truc d'astrologie, et puis on verrait le tarot s'il n'y a pas un autre truc qui vient interférer, c'est d'un autre ordre. À ton avis, est-ce que les personnes dans un crash d'accident d'avion, 200 personnes, 200 morts, sont nées sous une mauvaise étoile? Ou avaient-ils tous, à ce moment-là, quelque chose astrologique qui puisse expliquer, je parle de chaque personne. Non, de toute façon, je ne rentre pas du tout là-dedans. Tu veux pas? Non, mais moi, je travaille pas pour des raisons très simples. Moi, je travaille pas sur. Moi, au contraire, j'attaque une réponse au collectif. Donc, oui, justement, c'est ce que je voulais à montrer que chaque individu est concerné. C'est là où je voulais en venir, c'est au niveau du collectif. Pour moi, on ne trouvera pas dans les 200 personnes une vraie justification astrologique. Par contre, les 200 personnes, pour moi, forment un thème natal. C'est une accumulation de... Alors, il y a bien sûr le thème natal, peut-être aussi le thème de l'avion, je ne sais pas. Ah oui, c'est une sorte d'interférence entre tous les thèmes. Par exemple... Il y a une résultante. Il y a une résultante et... Ah oui, c'est intéressant. Voilà, par exemple, le 11 septembre, moi j'ai fait des recherches historiques sur la construction de l'île de Manhattan, etc. Et il s'avère que toutes les étapes, alors en allant de la construction de l'île de Manhattan, avec la construction du World Trade Center, avaient tous une opposition Saturne-Pluton. Et ils ont été détruits avec cette opposition Saturne-Pluton. Donc, ce n'est pas seulement parce qu'il y a une opposition Saturne-Pluton dans le ciel à ce moment-là. Qu'elle fasse écho avec le thème. Voilà, ça a fait écho avec toute l'histoire de la ville, des tours, etc. C'est pour ça que la prévision mondiale est très difficile. Parce que, c'est sûr, on peut regarder les aspects dans le ciel, mais pour cibler vraiment, il faudrait prendre l'historique de chaque région, parce que là on parle vraiment d'astrologie cyclique, hein. C'est pratiquement impossible, ou alors vraiment il faudrait... Avec l'informatique peut-être. C'est ce que j'allais dire, on doit vraiment rentrer des données historiques dans un logiciel informatique et pouvoir faire une synthèse. C'est un peu ce que j'ai fait pour
Fidel Castro, où je me sers un peu en début d'année, dans mon fichier politique, je regarde telle année, par exemple en 2008, qui a une opposition Saturne-Uranus, par exemple, ou un aspect Saturne-Uranus dans son thème, et je pose la question à mon logiciel. Voilà. Souvent c'est dans le fichier politique, parce que bon, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et il me sort des noms automatiquement. Et donc en janvier, je crois que c'est en janvier, j'avais dit, sans pousser, parce que j'avais pas le temps, je n'ai pas regardé les directions primaires non plus de Bernard Tapie, j'avais dit, en gros, que va nous sortir Bernard Tapie cette année, on va parler de lui. Voilà. Alors que pendant certaines années, on l'a vraiment, il était vraiment, voilà. Et parce que dans son thème, il y a une conjonction Saturne-Uranus, ça fait résonance avec l'opposition, et voilà. Donc c'est ton ordinateur qui a été cherché le. Ah oui, moi j'ai rien fait comme travail. J'ai rien fait. Et l'informatique pourrait être un outil vraiment très puissant pour faire ce genre de choses. Alors toute une banque, là encore, de toute une banque de données qu'on rentrerait. Ah oui, oui, oui. Sur l'histoire des pays. Sur l'histoire des pays, on pourrait mettre des dates. Mais par exemple, prenons la crise actuelle, la crise économique actuelle. Imaginons qu'on veuille savoir dans quel pays il y aura le plus d'effets, de répercussions. Alors, est-ce qu'on va le faire à partir de données astrologiques, l'histoire de ces différents pays, ou est-ce qu'on va étudier les données économiques et politiques de ces différents pays? D'après la structure politique d'un pays, par exemple, si un pays actuellement est hyper libéral, il va avoir des difficultés à gérer la crise, par exemple, parce qu'on demande beaucoup d'intervention. Oui. Donc la culture du pays va, et sans chercher forcément à trouver ça dans le thème, la culture du pays va montrer qu'il aura les moyens ou pas de s'en sortir ou de prendre les mesures qu'il faut. Et par exemple aussi, s'il y a des élections à ce moment-là, il va peut-être pouvoir adapter le système, l'équipe politique à la situation. Là, on est en train de dire, normalement, on devrait avoir un gouvernement de gauche actuellement avec la situation qu'on a. C'est clair. Mais comme il n'y a pas d'élection, c'est pas possible. Non. Donc il y a des tas de facteurs comme ça qui sont des configurations propres à un pays donné. Le système des élections, les calendriers des élections, la culture politique, la situation économique, la situation export-import, de balance, etc. Tout ça, est-ce que ce ne sont pas des facteurs extra-astrologique, mais que l'astrologue doit connaître? Si, pour celui qui s'intéresse à l'astrologie mondiale, André Barbeau, par exemple, a mis des planètes en relation pour certains pays. Il n'y aura aucune influence sur d'autres pays, mais les cycles Jupiter-Neptune, Gérard Lafont aussi, sur son site... Oui, mais moi la question que je posais n'était pas celle-là, justement. La question c'était, est-ce que, bon, on peut effectivement, il y a des solutions qui vont, c'est-à-dire, il y a des configurations qui marquent plus un pays qu'un autre, et puis il y a tout simplement des situations sur le terrain qui font qu'un pays est plus marqué qu'un autre, et c'est pas forcément lié aux planètes, si tu veux. Ah oui, d'accord, je vois. Oui. Oui, je sais pas quoi te dire là-dessus. On revient toujours le problème de l'extra-astrologique, c'est-à-dire, on peut faire une étude, on peut répondre à ce genre de questions sur les impacts d'une configuration en étudiant le dossier des différents pays. En tenant compte de la culture et de la sociologie. Pas forcément en disant la configuration en question, elle est plus en rapport avec tel pays qu'avec tel autre. Ce vers quoi, effectivement, André Barbeau avait orienté l'astrologie. En disant, ça, Saturne-Neptune, c'est plus la Russie, comme si ça voulait dire qu'il ne pouvait pas se passer quelque chose d'important, du même ordre, au Moyen-Orient ou en Amérique. Alors que justement, ce qui serait parfois intéressant de l'astrologie, c'est de montrer qu'une configuration mondiale va avoir des effets dans des pays très différents au même moment, alors que ces pays fonctionnent sur des bases totalement différentes, et malgré tout, l'astrologie sera là pour montrer qu'il y a un équilibre commun. C'est vrai que là deux pays peuvent être influencés par le même cycle, donc là on fait des suppositions, on peut dire... peut arriver une crise économique dans tel pays ou ce pays-là, mais André Barbeau va plus loin parce que lui c'est une concomitance de plusieurs cycles. C'est vrai que plus un pays peut être influencé par deux cycles,
Donc, on arrive... par exemple, je n'ai pas, aux États-Unis, la crise boursière, je n'ai pas regardé, mais peut-être qu'il y a une histoire derrière tout ça, je ne sais pas, moi, la bourse de... la création de la bourse de Wall Street... le départ de la crise, mais la crise aujourd'hui elle touche le monde entier. Maintenant elle touche le monde entier. Là on peut peut-être trouver des corrélations astrologiques. Elle touche le monde entier, le départ est là-bas. Certains pays par contre sont moins touchés que d'autres. Oui, bien sûr. Il y a que ceux qui sont moins touchés et puis il y a ceux qui sont plus capables que d'autres de gérer la crise. De gérer la crise. De gérer la crise, c'est ce qu'essaye de faire la France. Mais ça dépend de leur système bancaire. Leur système bancaire, de l'endettement, c'est vrai qu'il y a plein de choses. Et puis la capacité d'intervenir dans l'économie, qui n'est pas évidente aussi. Là, il faut aussi que... Aussi, de remettre de l'argent, on peut, si vous voulez, vous filmer les deux à la fois. Voilà, vous mettez comme ça. Voilà, vous faites, c'est ce qu'on appelle le zoom. Plus grand, vers la gauche c'est plus petit. Non mais à l'habitude c'est une grande. D'accord. Oui, surtout vous avez vous-même une caméra. Ah oui, c'est moi. C'est moi. Alors qu'est-ce qu'on fait là? On continue ici ou on fait un... Ou on... je sais pas, comme tu veux. Je sais pas, peut-être qu'on peut continuer un petit peu. Ou on va continuer un petit peu. Allez, non, 11h10. Ouais, on va continuer un petit peu. Bon, alors on appuie là. On vous appuyez quand je vous ferai un signe. Et alors, toujours pour rester dans les actualités des moments actuels. En astrologie, j'ai un peu décroché, oui. Est-ce qu'on aurait pu prévoir la crise de... En Géorgie, par exemple, l'invasion russe. Est-ce que... J'en ai aucune idée, je ne me suis pas penché là-dessus. Lafon avait des idées là-dessus, Barbeau, d'autres. Lafon, lui, sa spécialité, c'est le conflit palestino-israélien. Lui, c'est... Voilà. C'est vrai que chaque astrologue a ses préférences quand même. Ce qui veut dire qu'il faut connaître le sujet. Il faut connaître... Voilà, exactement. Il faut connaître la situation politique en Israël, voilà. Très compliqué. Gérard Lafon et André Barbeau, au niveau palestinien... Oui, lui, ils sont incollables. Oui, il suit ça de très près, presque jour par jour. Il a une culture. Moi, si par exemple je sors quelque chose sur un conflit comme ça, Gérard Lafon me dit ah oui, mais non, parce que ils sont sensibles à ce cycle, etc. Donc là, j'ai respect parce qu'il connaît son sujet. Je n'ai rien à dire contre. Hein. Mais c'est ça. Alors ça pose un problème quand même parce que finalement, c'est vrai que bon, ça pose quand même le cas des thèmes de personnages connus. Alors on prend un personnage connu, on essaie de montrer qu'astrologiquement c'est ça. Ça colle. Bon, alors le problème c'est que parfois on s'arrête à des stéréotypes sur cette personne, de vagues impressions et selon la connaissance qu'on a du personnage, on va regarder autrement le thème. Hein, plus on connaît bien le personnage, plus on va moins caricaturer, plus on va s'arrêter à des choses en disant oui on sait ça, alors que finalement des personnes qui ont une image très, très superficielle ne le verront pas. Donc ça montre bien qu'encore une fois, tout dépend un peu de la connaissance qu'on a du sujet. Si on a une connaissance très superficielle, on ne va pas interpréter de la même manière que si on a une connaissance approfondie d'un domaine. Exact, et à la limite, je préfère n'avoir aucune connaissance du sujet. On est beaucoup plus objectif, parce que même quand je fais des prévisions sur des personnes connues, on est influencé par ce qu'on lit dans la presse, Et puis aussi, on trouve toujours quelque chose. Et on trouve toujours quelque chose. Plus on connaît un sujet, plus on trouvera toujours un petit détail qui va coller. Alors que si on ne connaît pas, on n'a pas beaucoup de points de repère, donc il faudra que ça tombe sur ces points de repère. Mais c'est pas non plus évident, parce que ces points de repère, quelle est leur validité en vérité Et l'inverse aussi, on peut faire des prévisions sur des personnages connus, mais qui ne seront, c'est leur vie privée, puisqu'on ne communique pas avec eux, qui ne seront jamais rendus publics. On peut découvrir des choses que les gens ignorent. Que les gens ignorent, ça j'en suis persuadé, mais je sais pas. Sarkozy avec sa compagne, on peut dire voilà, à telle époque il y a d'eau dans le gaz, etc. C'est limite rupture, mais évidemment si c'est pas médiatisé, on ne saura jamais. C'est le problème. Pour ça que il peut y avoir eu une mini-crise qui aurait pu tourner mal et puis finalement ça s'est arrangé. Ça s'est arrangé. Donc on ne va pas s'en souvenir. Voilà, on ne va pas s'en souvenir, mais l'astrologue, lui,
il peut se jeter à l'eau et dire voilà, il y a une rupture possible à telle époque pour Nicolas Sarkozy, mais il y aura peut-être un semblant de vrai, mais on ne le saura jamais. Donc ça montre que parfois l'astrologue aurait peut-être intérêt à travailler sur des choses qui commencent que sur des choses qui se terminent. Oui, je pense, oui. Parce que c'est quand même important, une chose qui commence, c'est-à-dire que ça prend forme, il y a une procédure qui se met en place, il y a un projet qui se développe, et ça c'est intéressant. Voilà, bon, et ça. Puis, bon, que ça aboutisse ou pas, bon ça c'est autre chose encore. Que parfois au contraire l'astrologue il va s'intéresser à comment les choses se terminent, et pas comment les choses commencent. Donc, justement c'est un peu la différence, l'astrologue serait plutôt dans le commencement, et puis le voyant dans l'aboutissement. Voilà. Parce qu'on va avoir un astrologue pour savoir dans quelle action je vais m'engager, alors que le voyant, on veut savoir comment ça va se terminer. Est-ce que vous voyez voilà, ils veulent savoir si oui ou non ça se fera ou pas. Alors qu'en fin de compte, dans la vie, ce qui est important, c'est aussi que même si on rompt au bout de 10 ans, on a quand même vécu 10 ans avec la personne. Et donc la fin des choses n'est pas forcément ce qui fait l'intérêt de la vie. Donc dire à quelqu'un même qui va tomber amoureux, c'est déjà pas mal, même si à la fin ça se termine mal, il aura quand même vécu ça. Bien sûr, oui, c'est ça, oui. Mais ça ne sera peut-être pas resté il n'y aura pas eu d'officialisation, ça aurait été estompé, voilà, donc finalement l'astrologue, quand on travaille sur la fin des choses, parfois on a l'impression que c'est plus facile à palper. Alors que quand on parle de la façon dont les choses se mettent en place, démarrent, parfois finalement on n'est pas très au courant. Oui. Même si ça a été important. Comme par exemple sur Nicolas Sarkozy, au mois de juin, je ne sais pas si ça va se confirmer ou pas, mais au mois de juin, j'avais dit que début 2009, j'avais dit ça sur le Cap, un remaniement ministériel pour Sarkozy. Pour Fillon. C'est lui qui va mettre ça en marche, mais sur le thème de... Oui, je crois que j'avais d'abord sur le thème de Sarkozy par la direction primaire et ensuite sur Fillon. Mais même chez les inconnus, c'est pas évident de faire ressortir des choses dont ils ne veulent pas parler. Oui. Des fois, il faut les travailler. L'astrologue est persuadé qu'il est arrivé quelque chose. Mais elle ne veut pas sortir, c'est pas évident parce qu'il y a un blocage psychologique, ou alors c'est honteux. Ou alors elle a une sorte d'amnésie quelque part. D'amnésie. Reconnaissance. L'expérience fait que, en insistant, à la fin, vous avez raison, mais. Mais en insistant, le problème c'est qu'en insistant, c'est vrai qu'on a un vécu quand même suffisamment riche, en insistant, on finit quand même par trouver. Oui, c'est ça le problème aussi. En insistant, oui. Mais par exemple, les femmes, il y a une différence entre la consultation avec une femme et un homme. Oui. Si on veut, si par exemple on a un doute et que une femme a trompé son mari, elle sera moins enclin de le dire parce que socialement c'est moins. L'homme s'en rendra peut-être plus. Elle s'en rendra moins bien, une femme. L'homme s'en rendra peut-être plus. Et voilà, l'homme s'en rendra peut-être plus parce que voilà. Pour lui, c'est voilà. Donc il y a un phénomène là, sociologique. Des inhibitions. Voilà. Culturel. Et donc on a un discours différent selon si c'est une femme ou un homme. Un homme, on n'hésitera pas à dire. Il y a de l'adultère dans l'air à telle époque. Est-ce que tu pourrais dire, comme Rosine Branly par exemple, que les hommes, un consultant homme, enfin une femme qui vient consulter un astrologue, ou un homme qui vient consulter un astrologue, les différences des demandes sont importantes. La différence de demande, oui. Énorme. Énorme. Elles sont, pour toi, c'est énorme. Les femmes, 80, j'irais même jusqu'à 90% des demandes sont sentimentales. Sans même faire d'astrologie, je pourrais mettre le thème ici. Vous venez pour une question sentimentale, madame. Et pour les hommes,
Plus souvent, c'est de l'ordre de l'argent, le travail, la situation sociale, voilà. Ça veut dire quoi? Que ça les préoccupe? Que leur réussite sentimentale, c'était un petit peu un épiphénomène, où c'est gagné d'avance, où c'est perdu d'avance, où c'est pas très... Ils investissent pas, ça veut dire quoi? Bah déjà, moi, bon, ça fait à peu près 25 ans que je fais, oui, ce métier. Voilà, ce métier, oui, ce beau métier, on peut appeler ça un métier. Mais ça fait 25 ans et de plus en plus, il y a de plus en plus de demandes sur la vie sentimentale. La vie sentimentale, les personnes sont de plus en plus seules malgré les moyens de communication. Et les hommes aussi. Oui, mais les hommes, comment expliquer cette différence? Les hommes sont plus sur, on va pas parler sentimental, on va dire affection. On va dire qu'ils ont peut-être moins besoin d'affection que les femmes. Ou alors, pour arriver à l'affection, pour arriver à obtenir les faveurs d'une femme, ils sont plus enclins à penser que cela passe par une bonne situation professionnelle. Ouais. On en est toujours là. Il faut avoir, ne cachons pas, il faut avoir de l'argent. Et là, après, ils peuvent faire. Ça suit. Ça suit pour en faire le coq. Ouais. Mais je crois que c'est un point important, ça, parce que moi, effectivement, j'ai toujours dit qu'on ne pouvait pas parler de l'astrologie si on ne connaissait pas un peu les hommes et les femmes. Et bon, je ne veux pas prendre la parole trop longtemps, mais enfin, effectivement, moi je dis que les femmes sont beaucoup dans l'avoir. Effectivement. Et les hommes plutôt dans l'être. Ça, c'est une théorie que j'ai développée. L'être, c'est-à-dire, moi je dirais que les hommes sont très préoccupés de savoir. Alors, je répondrai sur deux points. D'abord, ils n'aiment pas décliner. Donc, perte de leur faculté, perte de leur tonus, perte de leur capacité à se faire écouter, à réussir. Quelque part, ça les mine psychologiquement. Et même si ce type-là avait beaucoup d'argent, ça ne suffirait pas. Oui. Parce qu'il aurait vraiment un sentiment d'un vide intérieur, et il dirait, mais je suis plus capable de rien, j'ai de l'argent. Bon. Alors une femme, alors d'un autre côté, je suis d'accord avec toi, effectivement, alors la femme, elle, ce qui est important, c'est que elle soit bien lotie. C'est-à-dire, si elle a ce qu'il faut, si elle est équipée, si elle a les gens qu'il faut autour d'elle, si elle peut se payer, un employé de maison ou un plus bel appartement, tout ça, c'est bon pour son moral, c'est bon pour son tonus, même si, bon, donc effectivement, c'est vrai que si un homme n'a aucune valeur à proposer, c'est-à-dire qu'il vaut rien, on ne l'est pas apprécié sur le marché, c'est vrai qu'il risque d'être un petit peu délaissé dans le genre féminin. Oui, c'est très profond ça en fait. On en revient, on peut même revenir jusqu'à la préhistoire. L'homme qui chassait, qui ramenait la nourriture aux femmes. C'est très profond comme raisonnement et comme c'est encore dans des coins sûrement de notre inconscient. C'est... Il faudrait demander à notre amie là, qui nous filme ce qu'elle pense des femmes. La seule femme. De ce qui a été dit sur les femmes. Mais pourquoi pas, après tout, hein, parce que moi je parle de l'avidité féminine. C'est-à-dire, plus une femme a, mieux elle se sent. Bon, c'est pour ça que finalement, moi je dis qu'elles sont de très bons recruteurs. Parce que justement, parfois même de très bons managers. Parce qu'effectivement, elles savent... Elles savent s'entourer. Elles comptent pas trop sur elles-mêmes, mais elles comptent sur les gens qu'elles vont pouvoir exploiter ou employer. Et donc, effectivement, elles sont très à l'affût des valeurs autour d'elles. Alors que le mec, lui, bon, il va peut-être écouter, il va peut-être chercher un peu à gauche, à droite des valeurs, mais il va aussi chercher à avoir de la valeur lui-même. C'est-à-dire qu'il va essayer d'avoir un potentiel maximum. Ce qui fait que finalement, souvent... par exemple, dans les réunions d'astrologie, par exemple, les femmes, elles veulent apprendre, elles veulent capter des trucs, alors que les mecs, finalement, ils veulent bien parler de ce qu'ils font, de leur recherche, mais ils n'ont pas trop envie de passer du temps à écouter ce que font les autres. Parce qu'effectivement, ils sont moins dans l'idée de « Ah, je vais récupérer des infos », que dans l'idée de « Moi, qu'est-ce que je peux donner aux gens ?» Mais au niveau astrologique, ça se remarque...
lorsqu'il y a des réunions, il y a beaucoup plus, je sais pas, on peut tabler sur un quota de 70% de femmes, 30% d'hommes, au moins, largement. Au moins. Mais par contre, la situation s'inverse lorsqu'il faut parler dans un congrès. Voilà. Exactement. Lorsqu'il faut se montrer les conférenciers sont plus souvent les hommes. Plus souvent les hommes. Ouais. Bah justement, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, moi je sais, par exemple, l'autre jour j'étais dans un séminaire. Normalement c'était censé être un débat et un colloque. Mais comme il n'y avait que des femmes, c'est devenu un séminaire. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, bon, on va discuter, on va vous faire parler, chacun va raconter ce qu'il a à dire, elles ont dit, non, nous on veut apprendre, allez, dites-nous ce que vous savez. D'accord. Bon. Tu vois la différence, c'est-à-dire qu'effectivement, il s'agissait de... Elles préfèrent se dire, ah bon, il y a peut-être quelque chose de bon à prendre, on va le prendre. Moi, ce que j'ai à dire, à la limite, c'est pas très important, mais je veux tout le temps grappiller, récupérer à gauche et à droite. On va faire une pause, parce que là, c'est la cassette qui est... ce fameux congrès de Lille, oui. Effectivement... C'est amusant ce que vous disiez, d'ailleurs, à propos des hommes et des femmes qui, dans les colloques... et moi, je me sens plus femme, là, dans ce genre-là, parce que dans le colloque, effectivement, toi, tu étais à côté pendant que les... À Lille ou à Lille. Pendant que les gens présentaient, et moi, j'étais vraiment assidu, quoi. J'étais là à écouter. Enfin, bon, peut-être parce que c'est le premier, puis je voulais voir ce qui se passait, mais bon, voilà. Mais c'est vrai que j'avais du mal à écouter dans la salle, moi. J'étais plutôt du côté des mecs, on va dire. Oui. Mais... Il était en dehors. En dehors, voilà. Même en dehors de la salle. En juin 2006, c'était il y a 2 ans. Voilà, c'était il y a 2 ans. Mais à la limite, je préfère... oui, c'est totalement l'opposé. Je préfère discuter avec des femmes qu'avec des hommes. Évidemment. Ils se livrent beaucoup plus, sont beaucoup moins pudiques. Et faire une consultation avec une femme, c'est un bonheur. Avec un homme, il faut lui tirer les verres du nez pour savoir des choses. Alors ça, c'est un autre problème qui est très intéressant, parce que là, je crois que c'est une clé. Je crois qu'effectivement, les femmes n'ont pas le même rapport au passé et au futur que les hommes. Non. Alors, parce que, par exemple, on le sait très bien, ça, c'est pas être misogyne de dire que les femmes adorent raconter ce qui leur est arrivé. Donc, de ce côté-là, il ne faut pas trop les pousser pour qu'elles le fassent. Non, voilà, c'est ça. Elles racontent leur vie, elles racontent une fois la même chose. Il a dit ça, elle m'a dit ça, et les conversations n'ont pas changé. En 50 ans, on dit que les femmes ont beaucoup évolué, mais en fin de compte, sur un certain nombre de choses, les comportements sont fondamentalement les mêmes. La jeune fille de 10 ans ou de 15 ans de 2008, elle n'est pas différente de celle de 1958. Non. Alors, par contre, ce qui est intéressant, pour aller dans le sens de ce que disait Patrick Brisset, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a de plus en plus de jeunes de jeunes hommes qui se comportent comme des femmes, qui ont un mode de fonctionnement et de discours. Moi, par exemple, je vais souvent dans des restaurants universitaires, j'entends des conversations entre garçons de 20 ans qui sont exactement sur le même modèle que celles de garçons. Oui, mais... C'est des femmes, tu veux dire. Oui, ils sont sur le même modèle que celles de leur équivalent féminin. Mais il faut prendre et ça tient au fait que il y a de plus en plus de ménages où l'homme n'est plus là, et où donc le modèle féminin est dominant, et le garçon il prend modèle sur la mère parce qu'il a tout le temps sur les bras. L'homme se féminise. Oui, mais et la femme aussi s'est masculinisée quand même. Oui, alors... Là, on a une tendance de plus en plus, malheureusement, certaines choses sont... Je ne sais pas si c'est malheureux, mais c'est une autre forme de société qui est en train de se... oui. Et par exemple, moi je me souviens d'une anecdote, enfin plus qu'une anecdote qui m'avait beaucoup marqué. C'était le père d'un copain qui... ce copain s'était suicidé et son père me disait « mais je comprends pas parce que je l'ai élevé comme les autres ». Et ce mec, c'était le gars qui était le patron chez lui, quoi. La femme, elle était de côté. Et quand ce fils là qui s'était suicidé m'avait parlé de sa mère, j'ai compris beaucoup de choses. Je me suis dit, sa mère, elle est plus forte, enfin elle est plus masculine finalement que lui, mais socialement, elle ne peut pas, donc elle se met en retrait. D'accord. Et c'est lui qui domine. Et ça, c'était il y a 50 ans. Mais aujourd'hui, c'est plus vrai. Aujourd'hui, il y a plus cette barrière, les femmes s'affirment, et donc finalement,
peut-être qu'elles vont, et les hommes aussi d'ailleurs, vont vivre vraiment leur thème. Je reviens, je pense derrière ça après. Et bon, si un homme est un peu féminin, comme c'est un peu mon cas, je pense quelque part, enfin, pas complètement, mais j'ai un peu... Toi, le bélier? Oui, mais je suis beaucoup cancer. Oui, je sais. Et lune en poisson, enfin, etc. Comme moi, beaucoup cancer. Donc je la laisse vivre, quoi. Peut-être qu'il y a 50 ans auparavant, je l'aurais été massacré. Donc j'aurais pas pu. Parce qu'on m'aurait dit c'est une mauviette, c'est je sais pas quoi, j'en sais rien. Enfin, bon. Peut-être c'est ça aujourd'hui. L'animal. Ouais, moi je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que je pense que finalement, les femmes sont toujours des femmes. Oui, ça n'empêche pas. Mais que, par exemple, on avait sous-estimé certains aspects du féminin. Mais elles sont toujours féminines. Par exemple, je disais, les femmes sont capables de diriger, elles sont capables de mener une équipe. Ça me paraît pas du tout contradictoire, c'est pas masculin. Non, au contraire. Au contraire, là, c'est plutôt un rôle qu'elles avaient à jouer et qu'on leur avait refusé. Donc il y a aussi ce cas-là. Mais à mon avis, finalement, on va vers une féminisation de notre société. Et même dans certains cas, effectivement, on a l'impression, moi j'en parle parfois du pseudo-masculin. C'est-à-dire on fait semblant d'être masculin, mais on ne l'est pas vraiment. C'est pas facile de changer de nature. Moi je crois. Je ne pense pas que les femmes sont susceptibles de devenir des hommes. Par contre, je voudrais terminer sur cette première partie de l'entretien en me posant la question suivante, savoir une question que j'ai souvent posée à mes interlocuteurs, est-ce que l'astrologie n'est pas une façon, comme tu disais d'ailleurs, de dépasser le clivage masculin-féminin en disant, bon, c'est pas très important, on va refouler le masculin et féminin et on va parler du bélier, du taureau, du scorpion, etc. Donc ça sera une façon de substituer, c'est une façon de substituer les vrais débats, qui sont des débats entre le masculin et le féminin, et de le remplacer par un discours, on va réfléchir sur la différence. En fait, en astrologie, on discute beaucoup sur les différences. Ah oui. Qu'est-ce qui distingue le bélier du taureau? Bien sûr, c'est les différences. Bon. Donc il y a un discours sur la différence qu'on n'a pas le droit, quelque part, de développer dans la vie quotidienne. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de parler de la différence entre les hommes et les femmes. Non, mais... Alors, comme on n'a plus le droit de parler de ça, on va parler de la différence entre les signes. Donc c'est une façon de contourner le tabou et de permettre aux besoins de différenciation de s'exprimer, alors que la société ne le permet pas. Mais